Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'un des plus grands mathématiciens du monde. Et bien qu'ayant eu 0 sur 20 au bac, ce mathématicien a eu une vie bien remplie et un parcours juste incroyable. Ce mathématicien a tout simplement révolutionné la géométrie. Regardez, ça c'est la géométrie avant et après lui. Bon, je grossis volontairement les traits, mais vous verrez dans cette vidéo que Henri Poincaré n'est pas un mathématicien comme les autres. Alors, bienvenue dans cette vidéo retraçant aussi bien la vie que les prouesses mathématiques de Poincaré, celui qui pensait la géométrie autrement. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Mais ne skippez pas tout de suite, car dans cette sponsorisation, je vais vous proposer un produit qui peut se tester gratuitement et qui changera peut-être votre vie. Alors, comme son nom l'indique, c'est un VPN. Mais c'est quoi un VPN? Un VPN, c'est un réseau privé virtuel, et c'est super pratique, car dans le milieu hostile qu'est Internet, il vous faut un bouclier. Et CyberGhost VPN, avec ses 38 millions d'utilisateurs et ses 9000 serveurs répartis dans 91 pays, est là pour ça. En gros, CyberGhost VPN peut te servir de protection contre les attaques de hackers, ainsi que les sites malveillants. Tout bonnement, CyberGhost VPN va cacher ton adresse IP et crypter tes données. Et ça, c'est pratique dans plein de situations, que ce soit en déplacement ou en télétravail. Mais c'est pas tout, CyberGhost VPN peut aussi te servir à accéder à des contenus géobloqués, que ce soit des sites internet, YouTube, etc. Tu pourras y trouver de meilleures offres en ligne, et même débloquer un catalogue de plus de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres. Par exemple, avec CyberGhost VPN, vous pouvez regarder des films et séries disponibles uniquement aux États-Unis ou même au Japon, qui sont bloqués en France. Pour résumer, CyberGhost VPN permet d'avoir accès à tout le contenu du monde sans limitation. Alors si ça te tente, j'ai spécialement un lien avec 83% de réduction. Clique sur le premier lien en description et tu auras accès à un abonnement pour seulement 2,03 €, ainsi que 4 mois totalement gratuits. Cet abonnement te permettra de te protéger facilement avec jusque 7 appareils connectés en même temps. Comme ça, tu peux en faire profiter tes proches. Parce que oui, CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes Windows, iOS, Android, etc. Alors teste dès maintenant avec le lien dans la description. CyberGhost VPN est totalement sûr, il ne collecte pas et ne partage pas tes données, et il a une note excellente sur Trustpilot. Et pour couronner le tout, il est garanti 45 jours, satisfait ou remboursé. Alors n'attends plus et clique sur le lien en description. Henri Poincaré est sûrement le mathématicien français le plus inspirant. Les résultats qu'on lui doit sont tous plus merveilleux les uns que les autres. Mais comme j'ai pu le dire dans l'introduction, sa vie est aussi une source inépuisable d'inspiration. C'est pourquoi aujourd'hui, avec Médéric de la chaîne Médématique, nous allons vous raconter son histoire. Effectivement, la vie de Poincaré est palpitante, mais les découvertes qu'on lui doit le sont encore plus. Je me chargerai dans cette vidéo d'apporter mes aptitudes de vulgarisation mathématique pour vous montrer à quel point Poincaré est partout en mathématiques sans pour autant que l'on s'en rende compte vraiment. Mais je laisse d'abord Smart Science vous parler de l'aspect historique. On a souvent l'habitude d'entendre que les plus grands génies scientifiques n'étaient pas du tout destinés à le devenir, soit parce qu'ils étaient issus de milieux modestes, soit parce qu'ils ont eu une enfance difficile et traumatisante. Mais pour une fois, ce n'est pas du tout le cas. Mis à part une hospitalisation de quelques mois lorsqu'il avait 5 ans, il avait contracté une diphtérie. Toutefois, Henri Poincaré est issu d'une famille de grands noms français. Son père, Émile Léon Poincaré, était doyen de la faculté de médecine de Nancy. Tandis que si l'on cherche du côté de ses cousins, on y retrouve le physicien Lucien Poincaré, mais surtout l'ancien président de la République française, Raymond Poincaré. Le jeune Henri a donc pu suivre des études élitistes et a pu passer 2 baccalauréats. Un littéraire qu'il a obtenu avec une mention bien, et un baccalauréat scientifique qu'il a obtenu avec une mention assez bien, malgré la terrible note de 0 sur 20 en mathématiques. Comme quoi, les notes ne veulent pas toujours tout dire. Poincaré suivra un parcours scolaire en classe préparatoire. C'est à partir de là que son talent va se révéler, car il gagnera plusieurs concours prestigieux comme le concours général de mathématiques, destiné à récompenser les meilleurs élèves. Poincaré est donc classé premier à ces concours. Il intégrera donc sans difficulté l'école polytechnique, sans doute l'une des plus célèbres et prestigieuses écoles encore aujourd'hui. Sur la deuxième marche du podium de l'école polytechnique, il intégrera par la suite l'école des mines à Paris et finira par obtenir son diplôme d'ingénieur ainsi que son doctorat en sciences et mathématiques quelques années après. Henri Poincaré était donc un élève et étudiant brillant.
qui se destinait donc à une fabuleuse carrière. Le résultat sans doute le plus simple que l'on doit à Henri Poincaré, c'est simplement la formule du crible. Cette formule énonce que si l'on prend deux ensembles A et B, eh bien le cardinal que j'ai noté ici avec des barres, comme pour la valeur absolue, le cardinal de A union B, c'est simplement égal au cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Le cardinal de l'union, c'est donc égal à la somme des cardinaux moins le cardinal de l'intersection. Alors le cardinal, pour faire simple, c'est le nombre d'éléments d'un ensemble. Et pour t'expliquer visuellement cette formule, on fait ce qu'on appelle un diagramme de Venn. Un diagramme de Venn permet en fait de représenter des ensembles avec toutes les combinaisons possibles que l'on peut faire avec, c'est-à-dire les combinaisons d'intersection et d'union. Donc là on a A, on a B, et évidemment on va représenter aussi l'intersection des deux, donc ici c'est A inter B. Et A union B c'est quoi? En fait c'est tout, c'est A, c'est B, puis c'est aussi ce qui est dans l'intersection. Donc pour savoir combien il y a d'éléments dans A union B, on regarde les éléments dans A, on regarde les éléments dans B, on fait la somme. Sauf qu'en faisant ça, il y a un problème, c'est que l'intersection on l'a compté deux fois. Oui, on l'a compté quand on a compté les éléments de A, et on l'a aussi compté quand on a compté les éléments de B. Donc cette intersection-là, on l'a compté deux fois, mais nous, on veut la compter qu'une seule fois. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la soustrait une fois. Si on la compte deux fois et qu'on la veut qu'une seule fois, il suffit de soustraire une fois pour finalement ne la compter qu'une seule fois. C'est donc pour ça qu'on soustrait à la fin le cardinal de l'intersection. Et ce qui est génial, c'est que cette formule, on peut aussi l'adapter aux probabilités. Oui, la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B, moins la probabilité de A inter B. Alors là, je l'ai fait avec deux ensembles A et B, mais en fait, c'est pas très compliqué de le généraliser à 3 ensembles, 4 ensembles, N ensembles. Et donc, pour avoir la probabilité d'une union de N ensembles, on utilise simplement cette formule. Tu vois, elle est quand même un peu moins jolie. On retrouve finalement ce résultat un peu partout en théorie de la mesure. La théorie de la mesure, c'est une branche des mathématiques qui s'intéresse aux fonctions que l'on appelle les mesures. Les mesures, pour faire simple, ce sont des fonctions qui prennent en argument des ensembles et qui renvoient à des nombres réels positifs ou infinis. Par exemple, le cardinal, c'est une mesure, puisque le cardinal prend en argument un ensemble et ça renvoie à un nombre. Les probabilités, ce sont aussi des mesures. Mais il y en a plein d'autres, comme par exemple les longueurs des intervalles, les aires, les volumes. Et en fait, les mesures que l'on appelle finies, c'est-à-dire les mesures dont le résultat ne peut pas être infini, ce sont les mesures qui vérifient le crible de Poincaré, c'est-à-dire qu'à la place de P, ici, à la place des probabilités, on pourrait mettre n'importe quelle mesure finie et le résultat serait vrai. Ok, c'est bon, je te crois. Mais moi, j'aimerais bien une démonstration. Bon, d'accord, je vais te la faire, mais uniquement pour deux ensembles, parce qu'après, avec plus d'ensembles, c'est un peu plus long à faire, mais ça se généralise assez facilement avec une récurrence. Alors les mesures, en général, on les note avec la lettre grecque mu, et ça vérifie en fait une propriété qui est très importante, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte la sigma additivité. Et alors cette propriété, elle est quand même un peu plus forte normalement que ça, mais si on se restreint seulement à deux ensembles, elle dit que si deux ensembles A et B sont disjoints, c'est-à-dire si l'intersection des deux est vide, alors ça implique que la mesure de A union B, la mesure de l'union, c'est simplement la somme des mesures. Donc si on fait un diagramme de Venn pour représenter la situation, le fait que A et B soient disjoints, ça veut dire qu'ils ne se coupent pas, si on trace les patates. On a A, on a B, ils vivent leur vie séparément, et effectivement si tu veux calculer le cardinal de l'union, t'as simplement à faire le cardinal de lui plus le cardinal de lui. Et on a dit que notre crible de Poincaré fonctionnait pour les mesures finies, c'est-à-dire qu'on va poser en fait un ensemble oméga qui va être notre univers dans lequel on va sélectionner les ensembles, et la mesure de oméga, donc mu de oméga, c'est un nombre réel positif fini, c'est-à-dire strictement inférieur à plus l'infini. Ce que je te propose de faire, c'est de commencer par démontrer que la mesure du complémentaire d'un ensemble, alors le complémentaire il est pris dans oméga, j'ai dit que oméga c'était notre ensemble univers, la mesure du complémentaire de A c'est simplement la mesure de oméga moins la mesure de A. Et pour le démontrer, c'est pas très compliqué. En fait il faut partir de oméga qui est égal à A union complémentaire de A, ça c'est assez évident puisque justement le complémentaire de A est fait pour vérifier justement cette propriété-là. Mais attention, il est fait pour vérifier cette propriété, mais avec une union disjointe ici, c'est-à-dire que A et son complémentaire sont disjoints.
On a donc A inter complémentaire de A qui est égal à l'ensemble vide. On peut donc appliquer la propriété numéro 1. Donc la mesure de l'union, c'est simplement la somme des mesures, ce qui veut dire que mu de oméga, c'est simplement égal à mu de A plus mu du complémentaire de A. Et maintenant, c'est presque gagné. Regarde, pour arriver à notre formule ici, on a juste à passer mu de A de l'autre côté. Alors attention, ça on a le droit de le faire parce que mu de A n'est pas infini, d'accord? On a supposé que mu de oméga était plus petit que plus l'infini, donc tous les ensembles qu'on va prendre à l'intérieur vont nécessairement être plus petits aussi. Et donc en passant mu de A de l'autre côté, on obtient bien l'égalité souhaitée, à savoir mu de complémentaire de A, c'est bien égal à mu de oméga moins mu de A. Mais c'est pas fini, nous on voulait montrer le crible de Poincaré, donc c'est cette formule-là, hein, la mesure de l'union, c'est la mesure de A plus la mesure de B moins la mesure de l'intersection. Pour ça, il faut se ramener à des choses que l'on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît pour l'instant? Ben, on connaît simplement la formule pour une union disjointe, donc avec une intersection réduite à l'ensemble vide, et on connaît la mesure du complémentaire d'un ensemble, donc il faut se ramener à ces deux choses-là. Et la technique, c'est que comme ici, on n'a pas nécessairement une union disjointe, hein, on a une union quelconque, de deux ensembles, eh bien il faudrait essayer de se ramener à une union disjointe. Et pour ça, on va un peu transformer notre B, on va garder A on va pas y toucher, mais par contre notre B, eh bien on va le modifier, on va le transformer en B inter complémentaire de A. Et oui, puisqu'on sait que A et son complémentaire sont disjoints, donc si on fait l'intersection de n'importe quoi avec le complémentaire de A, eh bien on sait que le résultat va être disjoint de notre ensemble A. Donc A union B, c'est pareil que A union B inter complémentaire de A, et qui plus est, comme on a A d'un côté et son complémentaire de l'autre côté, bah, on sait que ça va être une union disjointe. Alors pour noter une union disjointe, en fait, il y a une petite astuce, c'est qu'on met un petit plus ici. Ça, c'est simplement pour signifier que c'est bien une union disjointe, et donc on va bien pouvoir utiliser la propriété juste au-dessus. Et c'est ce qu'on va faire, on décompose en une somme, donc on a mu de A, hein, d'après la propriété numéro 1, plus mu de, donc ce qui reste, c'est-à-dire B inter AC. On a une intersection, mais nous on connaît rien sur l'intersection, donc on va essayer de se ramener à un complémentaire et à une union. Ben pour ça, on va écrire ça donc sous la forme d'un complémentaire. Et tu connais normalement les lois de De Morgan qui disent que le complémentaire d'une union, eh bien c'est l'intersection des complémentaires. Et donc B inter complémentaire de A, c'est simplement le complémentaire de B union A, le tout sous un complémentaire. La mesure d'un complémentaire, eh bien on a justement la propriété 3 qu'on a montré juste avant. Et là, c'est presque gagné parce que regarde, on a une union, on peut faire exactement la même technique que juste avant, c'est-à-dire écrire ceci sous la forme d'une union disjointe. Et cette fois-ci, c'est pas le A qu'on va fixer, mais c'est le complémentaire de B qu'on va fixer, et on va essayer d'écrire A sous une autre forme. Et tu t'en doutes, on va intersecter A avec le complémentaire de ce qui est à gauche, donc avec le complémentaire du complémentaire de B, sauf que le complémentaire du complémentaire de B, bah, tu sais que c'est juste B, en fait. Donc en fait, ici, on va avoir B intersecté avec A, B inter A. On a une union disjointe, donc on peut séparer en une somme, donc on a moins mu du complémentaire de B. Ok, alors faut faire attention parce qu'il y a un moins, hein. Donc là ça va être moins mu de B inter A, donc je vais l'écrire sous la forme A inter B, d'accord, ça va être quand même plus élégant. Sauf que mu de complémentaire de B, bah, on utilise la formule juste au-dessus, et en fait ça nous donne simplement ici mu de oméga. On a un moins, donc moins par moins plus, donc il va nous rester plus mu de B, ok, moins mu de A inter B. Et là, c'est gagné parce que mu de oméga se simplifie avec mu de oméga. Alors attention, on a le droit de le faire parce que, je répète, hein, c'est fini, hein, ça c'est l'hypothèse numéro 2 qui nous le dit. Si c'était infini, ça serait pas vrai, hein, on n'aurait pas le droit de faire l'infini moins l'infini. Mais là, comme c'est fini, on a le droit, donc mu de oméga, ça s'en va. Et il nous reste mu de A plus mu de B moins mu de A inter B. Le crible de Poincaré. Poincaré fait partie des mathématiciens ayant laissé une trace très importante en topologie. Il est même, selon certaines encyclopédies, considéré comme le principal inventeur de cette branche des mathématiques. Mais qu'est-ce que la topologie? Eh bien, très bonne question. La topologie, c'est l'étude des formes à déformation continue près. Pour faire simple, en topologie, un cercle est un carré, un triangle est un cœur, une tasse est un donut. En outre, si l'on peut déformer une forme sans faire de découpage ni de recollement pour créer une autre forme, alors ces deux formes se valent et sont égales. Par contre, un cercle n'est pas un segment, puisque pour passer d'un cercle à un segment, on est obligé de couper en un point. Et réciproquement, pour passer d'un segment à un cercle, on est obligé de coller les extrémités. Ainsi, Poincaré a étudié la topologie en 2 dimensions, mais également en 3 et 4 dimensions.
Si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, elle s'affiche juste ici. Et pour compléter, je vous invite également à aller voir les vidéos de Michael Launay qui a fait une superbe série de vidéos portant sur la 4e dimension. Je vous mets les liens de toutes ces vidéos dans la description. Si je m'attarde sur cette 4e dimension, c'est parce que Poincaré s'est illustré dans cette dimension-ci, puisqu'il est à l'origine de l'un des 7 problèmes du millénaire proposés par l'Institut Clé, qui, si vous arrivez à les résoudre, c'est-à-dire à prouver leur véracité ou alors que vous arrivez à démontrer qu'ils sont faux, vous offrira la modique somme de 1 million de dollars. Et le problème du millénaire que nous laissera Poincaré est la fameuse conjecture de Poincaré. Toute variété compacte simplement connexe et sans bord à 3 dimensions est-elle homéomorphe à une 3 sphères? Pour faire simple, une variété compacte est un objet borné, c'est-à-dire qui ne s'étend pas à l'infini. Simplement connexe exprime que cet objet est constitué d'une seule partie et qu'elle ne possède pas de trou. Sans bord exprime tout simplement que si l'on se place dessus, on ne pourra pas en tomber. Comme sur la planète Terre, et oui, la Terre n'est pas plate. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo à ce sujet. Homéomorphe, c'est l'idée de transformation continue dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire sans découpage ni recollement. Et enfin, la 3 sphère, c'est l'équivalent de la sphère que l'on connaît tous en 3 dimensions, mais cette fois-ci en 4 dimensions. Oui, en 4 dimensions, on appelle ça une 3 sphère, car la surface qui compose cette sphère est en 3 dimensions, là où la surface de notre sphère en 3 dimensions n'est finalement qu'un objet en 2 dimensions. Bref, cette conjecture peut paraître extrêmement difficile à prouver ou à réfuter, et pourtant le mathématicien russe Grigori Perelman l'a démontré en 2003. Il a par ailleurs refusé la récompense à 1 million de dollars. La conjecture de Poincaré pourrait donc maintenant être nommée le théorème de Poincaré-Perelman. En outre, ce problème est le seul problème du millénaire à avoir été résolu. Il reste donc 6 problèmes, parmi eux le célèbre problème P égale NP, qui consiste grosso modo à démontrer ou réfuter le fait que tous les problèmes peuvent être facilement résolus par un ordinateur. Je laisse maintenant la parole à Médématique pour vous parler d'un des problèmes les plus importants de la carrière de Poincaré, le problème des 3 corps. Le problème des 3 corps, c'est plutôt un problème lié à l'astrophysique, mais c'est quand même très proche d'une théorie mathématique que l'on appelle la théorie du chaos. Mais si l'on creuse plus loin, la théorie du chaos ne se résume pas qu'à ça. Cette théorie exprime en fait le fait que dans certaines circonstances, dans certains contextes, une toute petite variation des données de départ peut faire que le résultat au bout d'un certain temps devienne très différent. C'est en fait en quelque sorte l'étude de l'effet papillon. Un exemple assez mathématique de théorie du chaos est le suivant. Choisis un nombre à 6 chiffres au hasard et note-le en haut d'un tableau. Puis multiplie-le par 2, ajoute-lui 1, et enfin prends son modulo à 1 million, c'est-à-dire conserve uniquement les 6 derniers chiffres du nombre que tu obtiens. Et le résultat, maintenant, tu l'écris juste en dessous du nombre que tu avais noté au départ. Et ensuite, tu répètes cette opération avec le résultat que tu as obtenu. Tu fais à nouveau la même chose, tu multiplies par 2, tu ajoutes 1, et tu prends le modulo à 1 million, c'est-à-dire en conservant les 6 derniers chiffres. Et à chaque fois, tu notes le résultat juste en dessous, tu répètes cette opération plusieurs fois, ok, super. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, on voit des nombres qui sont tous différents. Maintenant, ajoute une deuxième colonne à ton tableau et reprends ton nombre de départ. Mais cette fois-ci, tu vas ajouter directement 1 à ce nombre. Par exemple, si au début tu avais pris 888 888, cette fois-ci tu prends 888 889. Et en partant de ce nouveau nombre, tu vas faire exactement la même chose. Tu vas le multiplier par 2, lui ajouter 1 et conserver uniquement les 6 derniers chiffres. Alors tu remarqueras qu'au début tu obtiens des résultats assez proches du premier nombre choisi, et c'est normal, la différence n'était que de 1. Mais tu remarques qu'au fur et à mesure que tu répètes l'opération, la différence devient de plus en plus significative. Et finalement, après une trentaine d'étapes, les nombres obtenus n'ont plus aucun rapport entre eux. La théorie du chaos, c'est ça. Parfois, un tout petit changement au début peut entraîner de grands changements par la suite. Et Poincaré a justement étudié ce genre de phénomène en physique. Et ces phénomènes-là, on les retrouve un peu partout, comme par exemple en météorologie. Poincaré, en plus d'être un brillant mathématicien, était aussi un peu philosophe à ses heures perdues. C'est à lui qu'on doit la célèbre citation « La mathématique est l'art de donner un même nom à des choses différentes ». Et pourquoi dit-il la mathématique et pas les mathématiques ? Eh bien, nous y reviendrons un petit peu plus tard. En tout cas, il n'a pas totalement tort. C'est vrai que 0 et pi moins 5i
L'un est le plus petit nombre entier naturel et qui fait office d'élément neutre pour l'addition usuelle. L'autre est un nombre complexe dont la partie réelle est transcendante et la partie imaginaire est strictement négative. Même si vous n'avez rien compris à ce charabia, quand on écoute les descriptions de ces deux nombres, on dirait qu'a priori, ces deux choses n'ont rien à voir, et n'ont aucune propriété en commun. Et pourtant, ces deux objets mathématiques s'appellent bien des nombres. Ces deux objets ont donc la même dénomination. Poincaré était donc un peu philosophe, mais la philosophie, c'est large. Alors plus précisément, Poincaré était plus proche de l'empirisme et du quasi-naturalisme. Ce dernier mouvement mathématico-philosophique consiste à penser que les mathématiques ne sont qu'utiles qu'à la physique, et que seule l'expérience permet de faire réellement des maths. C'est ce qui unit finalement tous les domaines des mathématiques. Les mathématiques ne font qu'un, ce n'est qu'un outil pour la physique, et c'est ce qui explique pourquoi dans sa citation le mot « mathématique » est au singulier. Mais Poincaré, dans son génie, ne s'est pas arrêté là, car ce dernier s'est aussi intéressé aux fondements des mathématiques, en étudiant notamment les travaux de Georges Cantor sur la théorie axiomatique des ensembles. C'est une théorie passionnante, et encore une fois, cette vidéo est trop courte pour vous en parler en détail. Mais il existe une série qui lui est consacrée et que je vous invite à aller voir sur la chaîne de Médéric, encore une fois, le lien est dans la description. Toujours en topologie, Poincaré a inventé un objet qui n'existe que dans une géométrie que l'on appelle non euclidienne. La géométrie euclidienne, c'est la géométrie du quotidien, la géométrie du plan, avec des droites parallèles, des droites perpendiculaires. Et dans cette géométrie euclidienne, tous les objets vérifient ce que l'on appelle les axiomes d'Euclide, c'est-à-dire des propriétés élémentaires que vérifient les points et les droites, que le mathématicien Euclide a énoncé il y a fort longtemps. Dans ces principes de base de la géométrie, on trouve par exemple la phrase « par deux points ne passe qu'une seule droite ». Un autre axiome d'Euclide, par exemple, dit « par un point ne passe qu'une seule droite parallèle à une autre ». Ok, bon ça paraît peut-être évident, et si ça ne l'est pas pour toi, c'est pas grave, il suffit de prendre un cahier, tu fais un petit schéma, et tu te rends compte que oui, effectivement, c'est assez évident. Mais ces vérités-là ne fonctionnent qu'en géométrie euclidienne, et justement, Poincaré s'est un petit peu attaqué à ça. Dans le disque de Poincaré, justement, ça ne marche plus, puisque nous sommes en géométrie hyperbolique. Alors tout le principe du disque de Poincaré réside dans le fait que le plan est en fait réduit à un disque. Et dans ce disque, en fait, les droites sont représentées soit par des diamètres de la boule, soit par des arcs de cercle perpendiculaires à la frontière. Et en fait, plus on se rapproche du bord du disque, plus il est difficile d'avancer, à tel point qu'en réalité, il est impossible d'atteindre vraiment son bord. De la même façon que sur un plan classique, le plan euclidien, il n'est pas possible d'atteindre l'infini. On peut avancer autant qu'on veut, on n'atteindra jamais l'infini. Et pour caractériser ça en topologie, il convient de regarder la distance associée. La distance, c'est une fonction qui s'occupe de mettre en relation deux points et d'associer la distance qui sépare ces deux points. Ça donne en fait une valeur numérique à l'espace qui est situé entre deux points. Et la distance de Poincaré, c'est une fonction qui est définie comme ceci. Ça, c'est simplement la formule qui va quantifier l'espace entre deux points du disque de Poincaré. Si je prends deux points U et V, la distance entre ces deux points, ça sera, si je le lis, l'arcosinus hyperbolique de 1 plus la norme de U moins V au carré, le tout divisé par ce truc-là que j'ai pas envie de lire. Et un truc très intéressant dans cette géométrie, c'est que si on étudie les triangles, on se rend compte que les propriétés vérifiées en géométrie euclidienne, notamment la caractérisation des triangles par leurs angles, n'est plus du tout vérifiée. En gros, on peut trouver des triangles qui ont les mêmes angles, mais qui pourtant ne vérifient pas le théorème de Thalès entre eux. C'est-à-dire que les rapports des longueurs des côtés ne sont pas égaux. Ou au contraire, on peut trouver deux triangles qui vérifient le théorème de Thalès, mais qui pourtant n'ont pas du tout les mêmes angles. Henri Poincaré a laissé de magnifiques résultats en mathématiques et en physique. Mais comment lui a-t-on rendu hommage ? Eh bien, je pense que l'ancien titulaire du siège numéro 24 de l'Académie française aurait sûrement été heureux d'apprendre qu'un musée de mathématiques, la maison Poincaré, a récemment ouvert ses portes à Paris, et que tous les 3 ans est décerné le prix Henri Poincaré, au plus grand chercheur, physicien et mathématicien du monde. D'ailleurs, en 2012, c'est notre Cédric Villani national qui en présidait le jury, lorsque les mathématiciennes françaises Nalini Anantaraman et Sylvia Serfati ont été récompensées. Et c'est sans compter les nombreuses écoles, les collèges et les lycées qui portent son nom aujourd'hui en France. Son nom ou celui de son cousin Raymond
Mais bon, à un homéomorphisme près, c'est la même chose. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour seulement 2,03 € par mois. C'est totalement sans risque, alors allez vérifier par vous-même.